On entend souvent dire que les choses ont changé, que les filles et les garçons ont aujourd'hui les mêmes possibilités, les mêmes libertés, les mêmes choix. Pourtant, dans les quartiers, dans les familles, dans les centres sociaux, certains réflexes restent bien ancrés. Une fille qu'on félicite parce qu'elle aide en cuisine pendant qu'on laisse son frère jouer dehors, un garçon qui hésite à participer à un atelier de danse de peur d'être jugé, sont des activités, des comportements, des rôles qu'on continue parfois à associer à un genre plutôt qu'à un autre. Mais d'où viennent vraiment ces stéréotypes? Pourquoi continuent-ils à influencer notre quotidien souvent sans même qu'on se rende compte? Et surtout, comment faire évoluer les mentalités petit à petit sur le terrain auprès des jeunes, des familles et des habitants? Dans cet épisode du podcast Voice, on va parler des causes profondes des stéréotypes de genre, de leur impact dans les quartiers et des changements qui commencent à émerger. Let's Hear Your Voice, a podcast by the Voice Project, giving voice to change across Europe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Let's Hear Your Voice. Ce podcast fait partie du projet Voice, c'est une initiative transnationale financée par l'Union européenne qui a débuté en 2025. Et ce projet réunit 6 pays européens, 10 partenaires. Donc il y a la France, l'Italie, la Roumanie, les Pays-Bas, la Lituanie et l'Espagne. Et l'objectif, c'est de sensibiliser la société civile aux inégalités de genre, notamment dans le domaine des soins et des activités domestiques, pour que la communauté soit plus impliquée dans la promotion de l'égalité. Donc, je m'appelle Serena, je suis coordinatrice de projet européen chez BELIDE, donc l'un des partenaires français du projet. Et aujourd'hui, on enregistre depuis la maison de quartier Ostrov à Saint-Martin-Boulogne. Et notre invitée est Elodie, directrice de la maison de quartier, si tu veux te présenter. Donc, je suis Elodie Dufeutrel, directrice de la maison de quartier Ostrov pour l'association de BELIDE. Ça fait 13 années que je suis en direction sur ce territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des causes profondes des stéréotypes de genre. Et comme première question, Elodie, est-ce que tu penses que parler de ce sujet est important et pourquoi c'est important? Alors, sur le territoire, alors c'est important en général. Nous, sur notre territoire, c'est important. On a travaillé notre projet social avec les habitants il y a quelques temps. Et on s'est rendu compte que il y avait encore beaucoup de discrimination ou de préjugés vis-à-vis de l'égalité des genres. Et à un moment, on a même un enjeu autour de ce sujet qui est en fait de lutter contre les préjugés et les discriminations au sein des activités, au sein des écoles, au sein de nos groupes d'ateliers. On peut avoir, c'est important de le traiter parce que c'est encore une cause à aborder pour faire changer un peu les mentalités. Oui. Et est-ce que tu as vu, du coup, tu disais les ateliers, est-ce que tu l'as vu au niveau local, il y a des stéréotypes? Alors oui, c'est des choses qui peuvent nous paraître basiques quand on est pas très grave, quand on est, mais finalement, rappel d'un comité d'usagers où j'ai des jeunes filles qui ont parlé des discriminations, et j'ai une habitante qui dit, qui m'a dit oui, mais les filles, elles portent des choses très courtes en ce moment, donc on leur dit en fait elles attirent, elles sont et donc on leur dit mais vous mesdames, dans les années 60 la mini-jupe était à la mode et pourtant est-ce qu'il existait et donc en fait on se rend compte qu'il faut encore beaucoup travailler parce que les gens ont des préjugés, je dirais vis-à-vis de certains sujets et donc liés même sur les tatouages, elles ont une idée bien précise. Je dis elles parce qu'on a beaucoup de femmes qui fréquentent les centres sociaux, mais aussi parce que à un moment discuter amène à changer aussi les idées et puis ou en tout cas amène les personnes à réfléchir. Oui. Et tous les stéréotypes, les choses que tu as vues, est-ce que tu penses qu'il y a des stéréotypes qui sont un peu plus visibles, répandus
hommes-femmes. Oui. Alors ici, en fait, on a une population très féminine. Alors c'est à un moment les femmes dans les quartiers, en tout cas sur Saint-Brouard-Saint-Boulogne, dans les 2 quartiers de la ville où Belle-Île intervient, on remarque que beaucoup de femmes sont au foyer. Certaines c'est par choix, d'autres c'est parce que dans les hommes vont travailler et les femmes restent à la maison. Ça peut aller. Les femmes n'ont pas la carte bancaire. Oui. On est encore confronté à certaines choses où la femme ne passe pas le permis de conduire parce que la femme, elle en a pas besoin plus que ça. Donc on se rend compte, alors je sens que ça évolue un petit peu, mais on se rend compte que c'est quand même encore des choses très ancrées dans les quartiers pour certains publics. Ouais. Voilà. Ça pouvait être aussi la femme qui doit justifier, qui se sent coupable de participer à une activité ou de faire quelque chose en disant, alors que l'homme qui lui fait son activité, c'est normal. Enfin, voilà. Donc on leur explique aussi que c'est dans les 2 sens et que voilà. Donc c'est souvent des choses comme ça. Moi ce que je regrette, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est par exemple sur des activités comme la gigothèque, on se rend compte que les papas sont peu impliqués. Et donc on cherche aussi à ce que des papas s'impliquent aussi dans les activités qui sont plus de l'ordre famille, où on vient faire son activité avec son enfant. Et c'est vraiment des choses qu'on voit, il y a beaucoup plus de mères que de pères. Alors on le lit au travail, mais voilà. Il y a aussi des pères qui ne travaillent pas et qui ne viennent pas, qui laissent l'activité à la maman, plus que voilà. Et dans les écoles, c'est la même chose, il y a à peu près le même constat. Oui. Et parce qu'ici, il y a le café papote. Ouais. Là, c'est des femmes. Est-ce qu'on le voit du coup, les activités après qui vont être faites, ça a un impact, le fait qu'il n'y a pas d'hommes vraiment? Alors, oui, ça peut avoir un impact, sur dans les activités, mais il y a des activités qui sont mixtes, par exemple, où on voit un peu d'hommes quand même. C'est ce qu'il y a, c'est que on a aussi beaucoup de seniors. Oui. Donc voilà. Mais je pense que les hommes ont aussi, notamment chez les plus anciens, encore des idées reçues et on voit pas encore d'évolution. J'attends que les plus jeunes arrivent, les hommes les plus... Voilà. Et là, quand on travaille, nous, avec les plus jeunes, on le voit, ça. Les changements, on commence à voir... Il y a moins d'écart. Oui. Il y a moins de... Voilà. Alors, ça dépend avec... mais dans ceux qui fréquentent nos structures, encore, on voit moins d'écart. Par contre, pour les jeunes, quand on est en hors les murs, avec les jeunes dans le quartier... voilà, il y a des grosses différences, c'est-à-dire que les activités, par exemple, les garçons, voilà, que les garçons dans les stades au stade de foot, dans les activités, il y a peu de garçons. Ici, il y a 2 groupes de danse. Il y a peu de garçons qui font de danse. Il y en a 1 ou 2. Enfin voilà, ça reste encore des activités très très genrées, même si le football commence à se féminiser un peu sur le quartier, quand même. Mais sur le City Stade, dans le quartier, ça reste très très masculin et donc quand la fille arrive, c'est un peu plus compliqué de se faire accepter. Oui. Sur l'activité hors les murs. Et donc là, on parle de jeunes aussi. Est-ce que du coup, tu as vu les stéréotypes, ils se transmettent de génération en génération, même s'il y a une évolution? Alors, oui, ça se transmet de génération en génération. Après, les gens qui fréquentent les centres... c'est-à-dire que ce qu'on peut identifier dans les familles, c'est qu'effectivement, papa et maman, quand ils ont un discours, ou même, toute la famille a un discours, ça oriente énormément. Il y a effectivement, mais il y a des changements dans certaines familles. À un moment, si on a quelqu'un qui arrive de la communauté homosexuelle dans sa famille, la mentalité elle change quand même. Et donc ça, on est un peu plus, on évolue. On a vu certaines évolutions dans le quartier là-dessus.
Okay. Ça a été le cas dans 2-3 familles. Après, voilà. Et il y a quand même une certaine ouverture maintenant, même si dans certains quartiers, ça reste très, très difficile. Voilà. Après, transmission, oui, mais je trouve quand même que les gens qui fréquentent, en tout cas, les centres sociaux, ou même les écoles, parce qu'on aborde à un moment, on commence à aborder ces sujets-là dans les écoles, dans les collèges Saint-Martinois, on parle d'égalité filles-garçons, il y a des référents, les métiers deviennent aussi un peu plus accessibles aux femmes, enfin les métiers qu'on genrés avant masculins deviennent un peu plus accessibles aux femmes, et des femmes se laissent aussi un peu la liberté. Nous, on a des jeunes filles qui se sont orientées vers le bâtiment, et inversement des jeunes hommes qui se sont orientés vers des métiers un peu plus qu'on caractérisait féminins dans la garde d'enfants à domicile, qui ont envie en tout cas de le faire. Voilà. Ça reste encore difficile, mais il y a en tout cas des choses qui se mettent en avant et qui se disent. Les hommes vont un peu plus aussi. Hier, on était avec un groupe de jeunes et les hommes se mettent à la pâtisserie. Oui. Les hommes se mettent à la cuisine un peu plus aussi, et ça, c'est des choses qu'on voit. On a 4 hommes, 5 hommes qui sont présents en cuisine ce matin. C'était les premiers là à la cuisine. Ils étaient les premiers avant les femmes parce que ils adorent. Et je pense qu'il y a une évolution quand même. Si je reprends, puisque ça fait 10 ans, en tout cas que je suis là sur la maison de quartier. Avant, on n'avait pas d'hommes. Avoir 5 hommes présents à la cuisine maintenant, je me dis que c'est une belle avancée quand même, dans le côté activité un peu féminine de la cuisine ou de la pâtisserie, ça évolue. Et pour autant, on travaille encore sur certaines choses. Il y a beaucoup d'hommes dans l'activité, mais par exemple, ils abordent peu la vaisselle. Oui. Ils laissent les femmes faire la vaisselle. Alors, la dernière fois, je leur ai dit, mais voilà, donc une petite discussion comme ça dans l'activité, mais c'est par des petits bouts qu'on va réussir à faire changer. Et puis je pense que les gens aussi évoluent en fonction de quand ils ont eu des enfants aussi, parce que quand on voit ces enfants, les femmes qui ont maintenant des permis et qui peuvent un peu plus partir, qui vont faire leurs études, qui vont un peu plus loin, les hommes qui se mettent aussi à des activités plus, comme on dit, un peu plus ils sont attachés au niveau des tâches ménagères aussi. Enfin, moi je sais que rien que dans mon couple, l'égalité sur les tâches ménagères, elle est importante. Oui. Il y a des activités, mais de tout ordre. On peut tondre la pelouse comme on peut quand on est une femme, et un homme peut aussi faire les carreaux et faire la vaisselle. Enfin, voilà. Et donc c'est aussi un moment, qu'est-ce qu'on met en place au sein de nos activités et de nos actions pour que ça se transmette pas en fait en termes activité féminine ou activité masculine. C'est un moment, une sorte d'égalité qu'il faut mettre en avant, quoi. Oui. Et justement, est-ce que pour toi, il y a peut-être pas des solutions, mais des méthodes pour déconstruire les stéréotypes niveau jeunesse, surtout enfants? Alors, en enfance, on travaille beaucoup de choses avec les écoles sur le mieux vivre ensemble. C'est dans le mieux vivre ensemble, on aborde l'égalité de genre, c'est-à-dire on aborde par des activités de lecture, où on ne parle pas d'une activité plus fille ou d'une activité garçon, c'est-à-dire que si on parle aussi on travaille sur la journée du droit des femmes, mais plus en particulier l'égalité des genres. C'est-à-dire qu'on organise des expositions pour qu'à un moment, on voit que c'est un sujet de société et que les gens puissent se faire leur propre idée avec un apport culturel. On aborde ça avec des ciné-débats, avec des professionnels qui viennent parler et expliquer que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est dit qu'on n'a pas le droit de faire ses propres choix. Aussi bien au niveau de la famille que au niveau de ce qu'on a pu avoir
ou d'entendre, ou de ses amis. Enfin voilà, on est libre de faire ce qu'on pense en fonction de ce qu'on peut avoir comme information. On utilise beaucoup le jeu aussi, des jeux qui abordent ces sujets-là, donc avec les jeunes. Et on travaille notamment aussi sur la formation des équipes. Ils ont eu des formations dans le cadre de ce projet, mais il y a aussi la formation qu'on va faire avec les VARS, donc un espace de vie qui parle de la vie affective, relationnelle et sexuelle, et l'égalité des genres, elle est abordée. Et donc voilà, c'est toutes les méthodes ou toutes les techniques qu'on peut faire pour travailler aussi avec les jeunes. Dans toutes les maisons de quartier, il y a une façon d'aborder différente. Il y a des gens il y a des structures qui vont aborder par le biais du consentement, et puis finalement on va arriver sur plein d'autres choses. On va aborder, on a fait une fresque avec des enfants dans le cadre du droit des femmes, et les filles et les garçons étaient sur une activité manuelle commune, et de là on a partagé les valeurs en expliquant pourquoi on faisait ça, et à un moment, d'où l'importance de mettre en avant des choses, parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités vis-à-vis de ça au niveau de la femme, de l'homme, avec aussi l'image perçue que la femme travaille, voilà, surtout dans le quartier. C'est ça, la femme ne travaille pas. Donc on essaie aussi de se dire, à un moment c'est important, avec les enfants qui fréquentent nos activités, aussi de dire que la femme peut travailler et pour autant ne pas se sentir coupable, et que l'homme ne peut aussi être présent sur des activités. Et voilà, c'est un melting de plein d'idées et plein d'actions qu'on peut mettre. Après, c'est aussi des discussions informelles que les animateurs jeunesse peuvent avoir avec les jeunes au fur et à mesure dans le quotidien, dans leurs activités, en abordant des activités qui sont... là, il y a un groupe qui va partir au Vélodrome de Roubaix faire une activité cyclocross. Les filles et les gars, elles vont être ensemble sur les cyclocross. Alors que on a plus l'habitude de voir les gars sur les vélos, alors que là, ce sera les deux. Et donc, voilà, ces activités et cette mixité dans les activités, on le fait très régulièrement. Ok. Et là, je pense plus jeunes. Les médias, ils ont un rôle plus ou moins important, soit dans la déconstruction, soit dans la transmission aussi des stéréotypes. Ouais, c'est surtout les réseaux. En fait, là-dessus, nous, on essaie de travailler. Alors, tout à l'heure, tu évoquais les méthodes. Les réseaux, les jeunes sont tout le temps dessus. Donc, on leur dit d'être vigilants vis-à-vis de ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Mais je pense que là-dessus, il y a effectivement dans certaines actions une hyper, on va dire, sexualisation des sujets, et donc c'est permettre aux jeunes à un moment de se faire son idée en travaillant sur sa capacité à identifier au niveau de l'info, ou à pas prendre ce qu'il dit ou ce qu'il voit au niveau des médias. Après, je trouve que quand même, depuis que... Alors, même si les réseaux accentuent, je trouve quand même que les jeunes qui sont quand même beaucoup plus sensibilisés maintenant avec les écoles, puisque c'est dans les programmes scolaires, que il y a quelques années où il n'y avait rien qui était fait. Voilà. Alors après, il y a toujours, il y a beaucoup plus de réseaux, et donc il faut toujours être vigilant. Mais il y a une sensibilisation et une information qui est faite. On voit toujours des problèmes, mais je trouve que le fait qu'il y ait quand même cette prévention au quotidien, on arrive quand même à avoir des jeunes qui sont en capacité de réfléchir là-dessus. Plus que on l'a vu dans le langage avant, maintenant
j'entends encore de temps en temps des mots qui peuvent me gêner dans la pratique professionnelle, enfin des propos, mais les jeunes, je l'entends moins des jeunes. J'entends beaucoup plus des personnes un peu plus âgées. Oui. Voilà. Mais des jeunes, je l'entends moins. Ils parlent, ils donnent ils expliquent par des mots, et les mots les gênent pas. Voilà. Après, il faut juste leur permettre de donner les bons mots sans pour autant être, les bons codes. Oui. Notamment, quand notre collègue Laurent a fait un caout sur les préjugés, sur les discriminations, sur tout ce qui était LGBTQIA+. Ils ont abordé les bons mots. Et ça, c'était, on parlait de genre, on parlait d'identité, on parlait de mettre les bons mots et de pas employer des mots, qui sont homophobes ou qui sont pas normaux à un moment, qui ne peuvent pas être employés par les jeunes ou par les adultes. Moi, on avait emmené des adultes. Les adultes, ils employaient des mots. Les jeunes employaient plus les bons termes donc ils sont plus informés. Oui. Je pense qu'il y a une ouverture beaucoup plus du public jeune et du public enfant, parce qu'à un moment, ça reste. Ils ont abordé beaucoup plus tôt le genre et le vocabulaire qui va avec, en fait. Oui. Et du coup, on voit ces stéréotypes un peu avec plus les adultes, c'est devenu des normes un peu culturelles. Ouais. Et la société, du coup, ça joue un rôle aussi pour les enfants, parce que les enfants, ils naissent avec les normes de leurs parents, de leur famille. Il y a une transmission. Est-ce que c'est plus important la famille, l'environnement de la famille pour l'enfant, pour qu'il n'ait pas trop de stéréotypes, ou alors la société plus en général? Je pense qu'il faut que ce soit, comment on peut dire, il faudrait que ce soit dans les deux en fait, la société, comment expliquer, je pense que la famille a un rôle à jouer, mais que dans la société, c'est également important. Il faut que, à un moment, les deux soient complémentaires. On a tous un rôle à jouer, c'est l'affaire de tous. À un moment, on peut être très bien dans un groupe où on entend des choses qui nous dérangent et il faut pouvoir à un moment le dire, être en capacité de le dire, mais si on n'est pas en capacité, c'est là où il y a des rôles à jouer sur un moment venir que tous les acteurs jouent un rôle, c'est-à-dire que on sait que l'État fait attention beaucoup aussi maintenant dans ce qu'ils mettent en place, des appels à projets pour aborder l'égalité de genre. Aussi, on a l'éducation nationale, on a dans des centres ou dans des professions, on est vigilant sur l'égalité aussi, et donc c'est à mon avis, si on agit tous à tout niveau, à un moment, une possibilité, il y aura des évolutions. Après, au niveau de la société, j'aurais tendance à dire culturellement, dans nos pays, il y a une évolution. Je pense à tous les pays où à un moment où là on est encore très très éloigné. Donc je pense que dans les cultures européennes, il y a quand même une ouverture, même si je trouve moi de mon côté que au niveau des femmes, il y a encore beaucoup d'écart sur les professions ou sur on parlait la dernière fois avec des collègues sur les directions des centres sociaux. Voilà, par exemple, c'était une discussion, on disait qu'il y avait très peu de femmes, alors ça commence à évoluer, mais sur les métiers de cadre ou sur les métiers de direction ou sur inversement dans les métiers de la petite enfance, on trouve très peu d'hommes. Enfin voilà, il y a en fait c'est ça, je pense que dans tous que ce soit bien au niveau aussi de la société que de la famille, en fait tout doit être complémentaire et travailler dans ce sens-là. Et c'est ce qui fera changer un peu les mentalités, et on pourra imaginer une bascule, je pense, de la société, j'espère. Oui, petit à petit. Après, c'est toujours un changement, et les changements ne viennent pas tout de suite.
Et pour terminer sur une note un peu plus positive, quel est un message principal que tu voudrais que le public retienne? Que faut continuer à travailler dans ce sens-là, mais je l'ai dit à chaque fois, hein, je pense que je suis convaincue qu'on puisse à un moment agir, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Je n'aurais pas un enjeu autour de la discrimination, des préjugés dans mon projet social, donc c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que à un moment, je pense que dans le monde, dans les centres sociaux même, plutôt que dans le monde, on aborde souvent le pouvoir d'agir et je pense que c'est les habitants avec en soi les adhérents, les gens qui ont envie, qui feront bouger les choses. Ça viendra d'eux, mais il faut leur fournir de temps en temps les clés. Et voilà, et je pense que si tout le monde fait un effort, on arrivera à avancer pour aller un peu plus loin tout au fur et à mesure. Si on prend il y a 100 ans, on n'était pas du tout dans la même situation et on parlait pas d'égalité des genres, c'était un mot qui n'existait pas, donc à un moment voilà. Là je pense que on a entamé on va dire une mutation à un moment déjà. Les années 40 elles ont fait beaucoup alors ça, en tout cas en France plus les années 50, mais voilà, je sens que au fur et à mesure ça évolue. Je pense que dans chaque pays à un moment ça a évolué et c'est l'histoire de certains qui s'investissent et ça fonctionne quoi. Donc je pense que voilà, c'est des projets comme ceux qu'on fait qui permettront aussi d'aborder les choses autrement. Mais il faut que ce soit l'affaire de tous. Oui. Voilà. Je suis d'accord. C'est plus positif que... Ouais. Merci beaucoup Elodie. Donc le podcast Let's Hear Your Voice est disponible sur les principales plateformes. N'hésitez pas à consulter la description pour découvrir les ressources et les outils destinés aux experts et en savoir plus sur toutes les activités qu'on fait pour ce beau projet. Merci, à bientôt.